Chers amis auditeurs, nous allons aujourd'hui traiter des Rishonim, Ashkenazim et Sarfatim. Donc, les Rishonim, les grands maîtres de la transmission talmudique après l'époque des Gaonim, qui sont en France et en Allemagne du XIe à la fin du XVIe siècle. Donc, à la même époque, quand on parlait de l'époque des judaïsmes espagnols, 1040, 1440, qu'est-ce qui se passe à cette époque dans d'autres endroits en Europe? Pour les mêmes raisons que nous avons citées auparavant, le judaïsme irakien, babylonien, suite à des gros problèmes géopolitiques, les yeshivot vont se terminer, et le dernier Gaon, qui était l'autorité suprême, quasiment avec une aura mondiale, Rabbeinu Haï-Gaon, de Rabbeinu Haï-Gaon, la Torah va se répandre dans d'autres zones, va quitter la Babylonie, l'Irak. Donc nous avons traité du judaïsme nord-africain, espagnol, et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Ouest. Un des élèves de Rabbeinu Haï-Gaon, ou élève d'élève de Rabbeinu Haï-Gaon, c'est pas très clair, s'appelle Rabbeinu Gershom Meor Hagola. C'était l'autorité, on pourrait dire, celui qui va devenir après le chef de file du judaïsme, qui va devenir le judaïsme qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme allemand, Ashkenaz. Évidemment, ce n'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne est nouvelle, la Prusse a été créée en 1870, nous sommes bien avant Bismarck. On parle du monde Ashkenaz, c'est le monde de ce qui se passe dans cette zone wisigothe, dans lequel donc un grand maître qui est né à Mayence, est-ce qu'après il est arrivé en Babylonie, il est revenu, on ne sait pas tout, en tout cas, il s'appelle Rabbeinu Gershom, et ce Rabbeinu Gershom est un maître tellement important que dans le monde Ashkenaz, on l'appelle Rabbeinu Gershom Meor Hagola, Rabbeinu Gershom, la lumière, le lampadaire de tout l'exil, de toute la diaspora, le maître de la diaspora. Rabbeinu Gershom Hagola est connu pour ses décrets, pour ses anathèmes. Le anathème le plus célèbre de Rabbeinu Gershom, qu'on appelle Cherem de Rabbeinu Gershom, est l'interdiction pour un juif de se marier avec plusieurs femmes. Rabbeinu Gershom devient le grand maître du judaïsme. Il y a eu déjà des juifs en Allemagne auparavant. Les premiers juifs sont arrivés en Allemagne au 7e siècle. Ce sont une famille Clonimus d'Italie qui a immigré, invité par un des différents rois wisigothes qui avait là-bas. Il y a déjà une présence avec des sages également, des chachamim. Mais Rabbeinu Gershom Hagola, lui, déjà créé, on pourrait dire, des maisons d'études et un monde talmudique beaucoup plus conséquent. Et surtout que jusqu'à l'époque de Gaonim, bien qu'il y ait eu une présence rabbinique dans différents endroits, mais évidemment toujours à l'ombre de cette grande autorité des grands maîtres des yeshivot de Babel. Là, il n'y a plus de judaïsme babylonien, donc le centre de gravité du monde juif rabbinique va dans d'autres endroits. Rabbeinu Gershom, donc, est celui qui va créer, donc, on pourrait dire, sera le fondateur du judaïsme qui va devenir le judaïsme allemand. Il aura différents élèves. 3 de ces élèves sont très importants. Rabbeinu Yaakov ben Rabbi Yakar, Rabbeinu Yitzhak Halevi, Rabbeinu Yitzhak ben Rabbi Yehuda. Ce sont les maîtres de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Alors quand on parle de Rabbi Shlomo Yitzhaki, né en 1040, décédé en 1100 ou 1105, on ne sait pas exactement. Rabbi Shlomo Yitzhaki, nous savons qu'il est né en France. Nous savons que quand il était jeune, il était à Troyes. Mais à un certain moment donné, on ne sait pas exactement quand, il a déménagé pour Worms. Jusqu'à nos jours, on ne sait pas où Rashi est enterré. Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, donc, c'est l'élève des élèves de Rabbeinu Gershom Meor Hagola. Et Rashi, c'est le commentateur, celui qui a écrit un commentaire sur toute la Bible, sur tous les livres de la Bible, un commentaire sur tout le Talmud de Babylone, quasiment tout le Talmud de Babylone, qui a écrit également des livres de responsables, et qui est à la base d'une très grande maison d'études, qui va devenir après ce qu'on appelle les Chachamim Tzorfat, les maîtres du judaïsme en France. La France de l'époque n'est pas la France de nos jours. La France de l'époque est, au niveau du territoire, à peu près un tiers de la France de nos jours. Le sud de la France est une zone complètement indépendante qui s'appelle la Provence, que nous allons citer brièvement, mais nous parlons maintenant donc du judaïsme français, de ce qui s'appelle à l'époque Tzorfat, donc basé évidemment au centre, au nord de la France actuelle, et ce qu'on appelle également Ashkenaz, qui est une partie assez importante de l'Allemagne actuelle jusqu'en Autriche. Rashi donc devient le maître principal après de fondateur de l'école française, lui-même. Encore une fois, à la fin de sa vie, il va passer en Allemagne, mais les fondements qu'il a fait de cette école, donc l'école des sages français, va durer pendant plusieurs générations. Rashi a 3 filles. Rashi a 3 gendres exceptionnels qui sont des très très grands érudits. Le premier s'appelle Rabbi Meir ben Shmuel. Il aura 3 fils qui tous vont connaître Rashi et vont encore étudier auprès de Rashi. Un s'appelle Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Meir. L'autre s'appelle Rabbi Yaakov ben Rabbi Meir, qui est surnommé Rabbeinu Tam,
parce qu'il s'appelle Rabbeinu Yaakov. Yaakov est l'homme simple, l'homme parfait. Yaakov Ishtam, et donc Rabbeinu Yaakov sera surnommé Rabbeinu Tam, à l'image du patriarche Yaakov, et Rabbeinu Yitzhak ben Rabbi Meir, le Ribam. Ces trois petits-fils de Rashi sont à la base de tous les commentaires qui vont rajouter sur le commentaire de Rashi, des fois en accord, des fois en désaccord, mais c'est normal dans le monde talmudique, et ils seront à la base de ce qui va devenir pendant des générations les tosafistes, en hébreu les tosafot, qui veut dire les rajouts. Il va y avoir une série, 3-4 générations, en France, en Allemagne, et certains même vont émigrer suite à l'expulsion des Juifs de France, même en Angleterre, de ce qu'on appelle les maîtres, les tosafistes. Donc ce sont des élèves et des 3-4 générations d'élèves après Rashi, qui sont ceux qui vont écrire des commentaires sur le Talmud, tous basés, a priori, la base sont les commentaires de Rashi, qui figurent dans des cahiers, qui sont donc appelés dans le Tosafot le contras, ou les contrasim, ça veut dire les cahiers de Rashi. Rashi a écrit plusieurs commentaires. Le commentaire qu'on a aujourd'hui, c'est une édition plus ancienne dans laquelle Rashi a beaucoup travaillé là-dessus. Et dans ces écrits-là, donc, va se développer cette tradition qu'on appelle les tosafistes. Donc nous avons ces grands maîtres, et ensuite nous avons également un autre genre qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Rabbi Nathan, Riban, et un autre genre qui s'appelle Rabbi Ephraim, cité également plusieurs fois dans Tosfot. Ce sont les gens de Rashi et les petits-fils de Rashi, donc, qui vont fonder cette école, qui est l'école des tosafistes, qui va devenir, on pourrait dire, l'école centrale, l'école de base de ce qui va devenir le judaïsme franco-allemand. Avec l'époque des tosafistes, va se développer donc une nouvelle forme d'étude assez différente de l'étude du judaïsme espagnol. En un mot, parce que c'est très important, chers amis, pour comprendre également la suite des opérations avec ce qui se passe également donc dans ce monde-là, une différence fondamentale telle que le Rav Kook l'écrit dans un article qui s'appelle Shte Batei Israël, dans lequel il parle donc de la maison Ashkenaz et de la maison Sfarad, le judaïsme ashkenaz est plus en recul, est plus éloigné, on pourrait dire physiquement et même au niveau de la tradition du judaïsme babylonien, également pour des raisons géopolitiques. Ce n'est pas leur faute à eux. Le judaïsme français et allemand est plus éloigné à l'époque, a beaucoup moins de rapport avec le judaïsme espagnol, qui lui, fondé par le Rif, a les traditions profondes du judaïsme, les traditions des Gaonim. Le monde ashkenaz n'est pas fondé sur des traditions vraiment de Gaonim. Rabbeinu Gershom a les traditions, mais ce n'est pas ce qui va devenir le facteur majeur. Suite au commentaire de Rashi, il va y avoir donc une exégèse talmudique et également une exégèse, comme le Rashban, Rabbi Shmuel ben Rabbi Meir qui a écrit un commentaire sur toute la Torah. Et ça, c'est une exégèse qui est basée vraiment sur ce qu'on appelle la Svara. C'est-à-dire que c'est un judaïsme qui grandit dans un monde catholique, qui a énormément de problèmes d'interaction avec le monde catholique qui l'attaque. Il y a des disputes, des attaques contre le Talmud, il y a des attaques contre la Bible, avec la signification juive de la Bible, différente évidemment de la signification que vont donner le monde chrétien et catholique à différents passages bibliques. Donc, suite à cela, va se développer un judaïsme qui est basé énormément sur l'intellect, sur la réflexion, beaucoup de questions-réponses. Les tosafistes posent des questions, essayent de trouver des réponses, essayent de comparer entre différents passages du Talmud pour essayer de donner une explication cohérente. Donc il va se développer une forme d'étude qui va devenir assez symbolique du pilpoul, une forme d'étude ashkenaz qui est assez différente de la forme d'étude plus transmission de traditionnelle que celle qui s'est développée dans le judaïsme sfarad. Et donc va se créer une maison d'études un peu différente, bon, mais qui est également tout à fait légitime. Et suite à cela, nous avons également quelques noms extrêmement importants de ce judaïsme, qui est un judaïsme français et ashkenaz. Parlons encore de quelques noms célèbres de rabbins qui sont dans la zone française. Rabbi Yitzhak ben Shmuel, ce qu'on appelle le Ri Azaken, Rabbi Yitzhak l'ancien, parce qu'après il y aura d'autres Yitzhak, qui est un élève de Rabbeinu Tam, donc du petit-fils de Rashi. Nous avons également après Rabbeinu Shimshon de Shantz, élève de Rabbi Azaken, qui va écrire beaucoup de passages de Tosafot. Nous avons également un autre Rabbi Shimshon de la ville de Koshi. Et nous arrivons après, au début du XIIIe siècle, à Rabbi Yechiel de Paris. Va se développer une école à Paris. Rashi, lui, il est à Troyes. Certains de ses élèves vont arriver après même à Orléans. Mais là, nous avons soudain avec Rabbi Yechiel une école de Paris. Et à l'école de Paris, il va y avoir plusieurs situations assez dramatiques. Nous sommes à l'époque des croisades. Et à l'époque de Rabbi Yechiel de Paris, il va y avoir une dispute entre Rabbi Yechiel de Paris et l'archevêque de Paris. Suite à cela, seront brûlés 24 charrettes de manuscrits du Talmud, etc. Et Rabbeinu Yechiel de Paris va quitter Paris et
plusieurs centaines de juifs de France et également d'Allemagne, en quelques vagues, vont quitter la France et l'Allemagne, parmi eux beaucoup de grands maîtres, dont Rabbi Yechiel de Paris, donc qui fait partie de l'école de Safis, et ils vont arriver en Eretz Israël. Rabbi Yechiel de Paris va décéder en 1268 en Eretz Israël, et il va y avoir donc une école française qui va se déplacer et va immigrer en Eretz Israël suite à ces différentes disputes. Ce qui est important, en 1306, expulsion des Juifs de France. Donc quand nous parlons de l'école française, au début du XIVe siècle, il n'y a plus de yeshivot en France. Elles vont revenir beaucoup plus tard, quand les Juifs vont revenir en France. Et à ce moment-là, on va voir le parallèle qui se passe en Allemagne. En Allemagne également, il y a des problèmes. Les croisades, qui sont sorties principalement de France, Saint-Louis, Louis IX, et d'autres, mais vont arriver également en Allemagne. Et là, donc, nous allons voir le lien entre le judaïsme allemand et le judaïsme français. Alors, dans certains livres d'histoire, vous allez voir l'histoire des Rishonim français et des Rishonim allemands. Dans certains autres livres, par exemple dans le Atlas Etzraïm de Raphaël Alperin, il parle du judaïsme franco-allemand. Encore une fois, il y a tellement de relations entre la France de l'époque et l'Allemagne, on ne peut parler que de la France et de l'Allemagne. J'ai partagé pour donner un peu de substance et citer des noms qui sont célèbres, mais en parallèle, après Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, il va y avoir également, va se développer également un judaïsme dans ce qu'est l'Allemagne de l'époque, en parallèle et très lié avec le judaïsme français. Alors d'abord, sachons qu'après l'époque de Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, il va y avoir 3 villes principales, Speyer, Vermaisa et Magancia. Vermaisa c'est Worms, Magancia c'est Mayence, 3 villes qui vont s'unir et vont avoir, on pourrait dire, certains décrets communs, ce qu'on appelle Takanot Shum, du nom de ces 3 villes, Speyer, Varmaïsa et Magancia, qui vont devenir la source de décrets et de coutumes du monde ashkénaze pendant une très grande importance. Un peu plus tard, nous parlons déjà maintenant entre 1150 et 1227, nous parlons déjà un peu plus tard, il va y avoir un des très grands maîtres du judaïsme ashkénaze qui s'appelle Rabbeinu Yehuda HaChassid, fils de Shmuel. Rabbeinu Yehuda HaChassid, lui, va fonder une école de chassidim, mais à l'époque ça veut dire une école de kabbalistes ashkénazes, va se développer une transmission kabbalistique auprès des grands maîtres du judaïsme ashkénaze, qui commence par Rabbi Shmuel, qui a écrit la célèbre cantique Anim Zmirot, qu'on a l'habitude de chanter dans les synagogues ashkénazes à la fin de la prière du Shabbat le matin. Son fils Rabbi Yehuda Chassid va écrire un livre qui s'appelle Sefer Chassidim, qui va devenir un livre de base sur beaucoup de coutumes du monde ashkénaze. Surtout à la fin du livre, il y a un testament qu'on appelle Savar Rabbi Yehuda Chassid, qui jusqu'à maintenant encore et en coutume dans beaucoup de communautés ashkénazes et même au-delà du monde ashkénaze. Ce Rabbi Yehuda Chassid, donc, va avoir des élèves extrêmement importants. Nous sommes déjà au début du XIIIe siècle. Un de ses élèves s'appelle Rabbi Eliezer de Varmaïsa, donc, qui a écrit un livre qui s'appelle le Rokéar. Un autre élève sera le grand rabbin de Vienne, Rabbi Yitzhak, qui a écrit un livre qui s'appelle Or Zarua. On parle de maîtres qui sont vraiment la source des coutumes et des lois telles qu'elles ont été appliquées jusqu'à nos jours, dans ce qui va devenir plus tard le judaïsme franco-allemand, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le monde ashkénaze, qui est donc à sa source à cette époque. Plus tard, au XIIIe siècle, décédé en 1293, nous avons un des grandes figures majeures du judaïsme ashkénaze, donc, suite à cette époque, qui est Rabbi Meir de la ville de Rothenburg. Rabbi Meir de Rothenburg, ses élèves sont parmi les plus grands décisionnaires du monde ashkénaze. Rabbi Mordechai bar Rabbi Hillel, l'auteur du commentaire sur le Talmud qui s'appelle le Mordechai. Nous avons Rabbi Meir à Cohen, qui va écrire les Haggaot Maïmoniot, et un de ses élèves, c'est Rabbi Asher, ben Rabbi Yechiel, le père de Rabbi Jacob à la Tourim, que nous avons parlé du monde Sfarad, qui lui va devoir s'enfuir d'Allemagne suite à des décrets, à des poursuites à la fin de cette époque horrible des croisades. Le Roche, qui donc né en Allemagne en 1250, va fuir l'Allemagne et va décéder en Espagne en 1325. Là également, en 1306, il y a l'expulsion des Juifs de France, mais c'est également une période très dure pour le judaïsme espagnol, donc le Roche va s'enfuir. Nous avons ensuite effectivement des communautés qui passent de ville en ville en Allemagne. Nous pouvons citer également Rabbi Israël de Krimzé, qui a écrit un livre qui s'appelle le Haggaot Ashrei, qui est un commentaire sur le Roche. Donc, quand nous parlons du judaïsme espagnol, là également, à l'image de ce qui va arriver plus tard au judaïsme espagnol avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, nous avons, à cette période du XIVe siècle, une période extrêmement mouvementée, en France et en Allemagne, dans laquelle des très grandes maisons d'études, qui existent déjà depuis plus qu'un siècle, vont devoir se déplacer ou seront massacrées lors de cadres des pogroms et des attaques anti-juives qu'il y a eu à l'époque. Donc, au cours du XIVe siècle, nous avons déjà une partie du judaïsme
allemand qui va commencer à quitter cette zone qui s'appelle l'Allemagne vers l'Europe de l'Est. Donc il va y avoir un déplacement. Nous savons déjà que le Roche avait un élève, Rabbi Aaron, qui venait de Moscou. Donc déjà, nous voyons déjà à cette époque assez sensible de croisades et d'autres, nous voyons déjà une mouvance du judaïsme d'Europe de l'Ouest qui commence à se déplacer doucement vers d'autres zones qui vont devenir après l'Autriche, la Pologne et plus tard évidemment la Russie, en tout cas ce qui va devenir ce qu'on va appeler plus tard l'Europe de l'Est. Donc il va y avoir une mouvance, mais ce judaïsme, qui après sera le judaïsme d'Europe de l'Est, est basé sur le judaïsme allemand. C'est pour ça que même les juifs de Russie ou les juifs de Lituanie sont appelés de façon générale les juifs ashkénazes, bien qu'ils ne sont pas du tout nés en Allemagne. Mais là, nous vous parlons de deux grandes écoles. L'école espagnole, qui effectivement, évidemment, après va se répandre dans le monde entier, mais qui a été donc créée par les Rishonim, par ses maîtres entre 1040 et 1440, qui principalement ont été formés à cette école espagnole de génération en génération, et les maîtres du monde franco-allemand, qui ont été formés dans ces écoles de France et d'Allemagne, ces écoles des Tosafistes, et des générations qui suivent cette école des Tosafistes, basées donc sur certaines formes d'études, basées sur des livres à eux, qui sont les livres du judaïsme ashkénaze, et qui sont à la base des us et coutumes de ce qui va devenir après donc ce judaïsme allemand, qui lui-même va émigrer comme toutes les autres formes de judaïsme. Ce judaïsme, qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme ashkénaze, le judaïsme allemand, en fin de compte, comme on avait vu, qui a commencé en Allemagne, qui est passé en France, qui après va se développer en Allemagne et en France, qui à un moment donné, une partie des Tosafistes vont s'enfuir en Angleterre. En Angleterre également, il va y avoir des décrets anti-juifs, une partie des Tosafistes, un des plus célèbres, Rabbi Yaakov d'Orléans, cité des centaines de fois dans les Tosafistes, qui va s'enfuir d'Orléans pour Londres et qui sera tué, malheureusement, Al-Kiddush Hashem à Londres. Donc ce judaïsme allemand est un judaïsme qui, même à l'époque des Rishonim, a des fluctuations, et une partie, comme le Roche, vont arriver en Espagne. Le plus important est le Roche. Il y a également d'autres rabbins qui se sont fuis vers l'Espagne suite aux croisades. Le plus important, c'est le Roche. Donc ça, c'est, en résumant, effectivement, on parle de deux mondes importants. Le monde qui va devenir après le monde Sfarad, donc qui s'est développé à l'époque des Rishonim en Espagne, et le monde qui va devenir le monde Ashkenaz, qui s'est développé à l'époque des Rishonim, donc cette époque cruciale entre 1040 et 1440, 1450, qui s'est développé dans cette zone entre la France et ce qui va devenir l'Allemagne. Donc cette zone qu'on appelle la zone Ashkenaz. Il est important quand même de se dire qu'à l'époque des Rishonim, il y a également d'autres centres de Torah qui sont des fois en relation évidemment avec également ces deux gros centres, mais qui sont également des zones assez indépendantes. Il y a également quelques yeshivot en Eretz Israël, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est très difficile, et puis malheureusement à l'époque des croisades, les juifs en Eretz Israël se font massacrer. Période très difficile, quand Nachmanide arrive en Eretz Israël, il y a deux juifs à Jérusalem. Il doit aller à Akko pour qu'il y ait un minyan. Donc on parle du XIIIe siècle, mais le judaïsme en Eretz Israël est assez précaire. Nous avons également deux zones importantes de Rishonim, moins importantes que l'espagnol et que l'Allemagne, mais qui sont conséquentes. Une zone, c'est en Italie. Rabbeinu Al-Gaon a un élève qui s'appelle Rabbeinu Matzliach, qui va émigrer de Babylonie, il va quitter donc l'Irak pour la Sicile. Ce Rabbeinu Matzliach a un élève qui s'appelle Rabbi Nathan. Rabbi Nathan va, lui, quitter la Sicile et va ouvrir une grande yeshiva à Rome. Il va écrire un livre fondamental qui s'appelle le Harour. C'est une sorte d'encyclopédie de tous les termes mentionnés dans le Talmud, avec un commentaire basé une partie sur la tradition des Gaonim, mais une partie également sur d'autres traditions qu'il y avait déjà en Italie, où il y avait déjà des Juifs qui avaient émigré d'Israël après la destruction du Second Temple. Donc déjà, il y a un judaïsme italien qui existe. Ce Rabbi Nathan Baal Harour, donc qui est un élève de Rabbi Matzliach. Certains prétendent que c'est un élève de Rabbeinu Hananel, mais c'est déjà beaucoup plus difficile à comprendre, parce que normalement, il est déjà né, c'est difficile à croire que c'est un élève de Rabbeinu Hananel. En tout cas, il a reçu une partie des traditions de Rabbeinu Al-Gaon. Ce livre, le Baal Harour, va devenir un livre de base que Rashi va utiliser énormément dans son commentaire sur la Torah, parce que c'est un livre qui explique des termes assez complexes du Talmud, des fois en contradiction, en tout cas en opposition avec le commentaire de Rabbeinu Hananel. Donc en tout cas, le Rabbeinu Nathan va devenir une base importante du commentaire même du Talmud de Rashi. Il va y avoir plus tard, au XIIIe siècle, le Tosfot Arid. C'est un Tosfot également, un des très grands maîtres du judaïsme italien, Rabbi Shaya de Tirani, qui va écrire également un commentaire qui est assez semblable à celui du Tosafistes, on appelle ça Tosfot Arid, qui est un commentaire sur tout le Talmud, qui devient fondamental. Donc il y a un judaïsme italien plus petit, plus restreint que
l'école allemande et l'école espagnole, mais qui est également important et qui a également des maîtres importants. Un judaïsme qui après, plus tard, à l'époque des Acharonim, donc on verra au XVIIe, XVIIIe siècle, va également se développer, il y aura des maîtres très importants que nous lisons leurs livres jusqu'à nos jours. Une autre zone également dans laquelle il va y avoir une école de Rishonim assez importante, c'est la sud de la France, qui à l'époque ne fait pas partie de l'Empire français, de l'Empire des rois français, c'est la Provence. Dans la Provence, nous avons également une école de Rishonim, qui sont les Rishonim de Provence, école importante. Un des premiers s'appelle Rabbi Moshe Adarshan, un commentateur de la Torah que Rashi cite assez souvent, qu'on croit qu'il est peut-être un élève également de Rabbeinu Haïgaon, puisque les élèves de Rabbeinu Haïgaon se sont dispersés un peu. Au XIIIe siècle, nous avons un des plus grands maîtres du judaïsme de la Provence, Rabbi Zecharia Halevi Baal HaMaor, qui a écrit un commentaire sur le Rif extrêmement important, qui va devenir un livre de base dans toute l'exégèse talmudique. Nous avons également le Ra'avad, Rabbeinu Avraham ben David, qui va écrire des annotations sur les livres de Maïmonide, le Ra'avad extrêmement connu de Posker. Nous avons également plus tard, au XIVe siècle, vers 1350, un des plus grands commentateurs du Talmud, Rabbeinu Menachem Ameiri, une maison qui s'appelle la maison de Meiri, dans le sud de la France, en Provence, un manuscrit qui sera découvert dans les caves du Vatican qu'au XIXe siècle, et qui va devenir aujourd'hui un des commentaires extrêmement importants de tout le Talmud, qui a été écrit donc à l'époque de ce judaïsme de Provence. Donc, pour résumer l'histoire des Rishonim, donc après l'époque des Gaonim, à peu près donc au début du XIe siècle, jusqu'un peu avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc on est au début vers 1450, 1460, nous avons les centres du judaïsme qui vont quitter la Babylonie, qui vont quitter l'Irak, se développer dans le cadre des Rishonim, ce qui va devenir le monde Sfarad, en Afrique du Nord et en Espagne. Et après, ce sera la zone d'influence de ce judaïsme dit espagnol. Et ensuite, nous avons également, en parallèle, la zone de ce qui va devenir le judaïsme ashkénaze, développé en France et en Allemagne, et qui lui également va arriver après plus vers l'Europe de l'Est et jusqu'on avait dit jusqu'en Angleterre. Voilà, donc c'est un résumé de l'époque des Rishonim, époque fondamentale. L'expulsion des Juifs d'Espagne va changer les données en Europe, va créer des bouleversements et donc va nous obliger à regarder des nouveaux centres du judaïsme qui vont devenir après donc ce qu'on appelle l'époque des Acharonim. Les Acharonim, ce sont les derniers, nous avons les premiers. Et après cette époque tumultueuse entre 1450 et 1492, va se développer une nouvelle période que nous allons traiter ultérieurement. Merci.